aujourd'hui, il a manqué un joueur comme Gana Gueye au milieu de terrain. Quoi qu'on dise, Gana Gueye a manqué à cette équipe. Parce que c'est quand même un joueur qui connaît conserver le ballon. Il n'est pas 10, mais il a le rôle d'un 10, un faux 10, c'est un réel 8. Mais il a beaucoup manqué. Mais ce match, c'est joué à très peu de choses. Moi, je peux pas. Moi, s'il fallait donner une note à ce match, j'aurais donné une note de 7,5 sur 10. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Désolé Richard, on n'est déjà pas d'accord. On n'est déjà pas d'accord pour le Cameroun, mais là je suis pas d'accord. Parce que moi, très honnêtement, j'ai été un peu déçu de cette rencontre. Déçu dans quel sens? C'était une rencontre très hachée, et on a eu l'impression en fait que c'était un combat de gladiateurs. On savait que les deux équipes savaient que techniquement ça se valait. Donc on a eu l'impression que les deux équipes, déjà les deux blocs défensifs sont restés très bas, et on a laissé un espèce de gros champ de bataille au milieu de terrain. Et on a eu Guedioura, Fegouli et Benasser pour récupérer les ballons et pour essayer de rejouer directement dès que la balle était perdue. Et de l'autre côté, on a senti l'absence de Gana Gueye pour moi. Parce qu'on a vraiment vu que l'Algérie a vite pris l'ascendant au milieu de terrain. Et justement, ça a laissé la place aux ailiers et à Bounedjah surtout, qui a été un véritable poison, même s'il n'a pas marqué. Ils ont mis une énorme pression sur le bloc défensif sénégalais, qui justement a eu beaucoup de mal à se relancer. Et y compris même le gardien même qui plusieurs fois a été contré par les attaquants algériens. Et justement, la clé du match était là-dedans. Et on a vu que les Algériens en voulaient beaucoup plus. Les Sénégalais ont peut-être été surpris par l'impact physique qu'a apporté l'Algérie. Et pour avoir vu l'Algérie de nombreuses années jouer, l'Algérie manquait beaucoup d'impact physique. Et là, pour moi, le joueur du match, c'est Adlen Guedioura. Et pourtant, Dieu sait que lorsqu'il a été appelé avec l'équipe d'Algérie, j'étais le premier à être dans le doute. Mais là, pour le coup, c'est pas avec ce genre de joueurs que ce genre de compétition comme la CAN se gagne, c'est-à-dire des joueurs pas forcément brillants, mais des joueurs besogneux. Besogneux, bon, c'est même pas trop le mot. Moi, je veux revenir sur le match en général. En fait, il y avait plusieurs matchs entre Belmadi, entre Aliou Cissé, entre Sadio Mané, Youssef Attal, oui, parce qu'ils sont sur le côté, Mahrez, Keita Baldé, il y a pas mal de. Et là, par rapport à tous ces acteurs-là, c'est en fait ces acteurs qu'on connaît, qu'on voit tout le temps dans les matchs de Ligue 1, voire de Champions League, on est un peu déçus. Déçus pourquoi? Parce que, comme le disait, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, c'est là que se joue le football. Oui. Et là, Aliou Cissé, il répète les erreurs, entre guillemets, qu'il a commis dans les anciennes CAN. C'est-à-dire c'est toujours les mêmes milieux de terrain. On manque aujourd'hui. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai la nostalgie d'un Fadiga. Je te jure, d'un Gana Gueye est très bien. Très bien. Mais j'ai la nostalgie d'un Fadiga. Contrairement à l'Algérie, où Mahrez a joué ce rôle-là un peu, rentrer à l'intérieur, faire jouer les autres, etc. Et là, Bounedjah, l'attaquant, limite, c'est pas qu'il a bousculé Koulibaly, mais il joue au Qatar. Koulibaly, il joue à Naples, c'est le patron, c'est l'un des, voire même le meilleur défenseur en Europe. Bouger comme ça, et c'est là où, comme Richard le disait, au niveau mental, c'est-à-dire que le Sénégal, ils ont un problème à ce niveau-là, dépassement de soi, en fait. Et c'est là que ça joue les gros matchs, ce sont des détails. Et le dépassement de soi, c'est collectif, là, ils les ont mangés. Bon, l'arbitrage, on ne va pas parler de l'arbitrage, mais c'était limite carton rouge, etc. Mais il est là, en fait, où le combat, c'est joué. Mentalement, vous avez vu à un moment donné, quand ils sont venus tous sur l'arbitre, les Algériens sont venus tous sur l'arbitre comme ça, et l'arbitre il était là, sinon je mets les rouges. Mais il n'a pas dégainé les rouges, il n'a rien fait. Et là, le Sénégal n'a pas eu cette réaction. Sadio Mané, ok, c'est la star à Liverpool, etc. Et là, Diouf, il a dit, il a un peu taquiné tout ça. On sait, bon, il n'a pas joué le premier match, c'est pas trop dans le rythme, etc. Bon, il a voulu montrer première accélération, tac, je me suis devant. Mais après, moi, c'est plutôt dans le leadership et dans la réaction collective. Dans la réaction collective, il n'y a pas eu de réaction. Sur le but, on les a sentis tétanisés, genre ça y est, c'est fini. Et c'est là où l'Algérie a pris le dessus au milieu de terrain. Je pense que justement ce match, Djamel Belmadi, il a gagné. Oui. Même en conférence de presse. Avant match. Vidéo, il a annoncé le 11 de départ. Il a annoncé le 11 de départ. Et c'est là où tout c'est. Et tu sais, pendant la CAN, c'est ça la CAN. C'est ça la CAN. Ça se joue ici. Exactement. Mais en fait, ce qui est assez flippant, c'est qu'on se rend compte que, en fait, Aliou Cissé, on a l'impression qu'il le sait déjà que son équipe a un problème psychologique. Parce qu'on voit à chaque conférence de presse. Quand il était joueur, c'était un leader. Mais à chaque conférence de presse, Mansour, si tu vois bien, il essaye de déverser la pression sur l'équipe adverse. Alors qu'aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas se cacher avec de tels joueurs.
Je suis désolé. Le Sénégal ne peut plus se cacher avec des Idrissa Gueye, avec des Sadio Mané, avec des Keita Baldé, avec des joueurs de cette trempe-là, avec Diatta qui est en train d'émerger, avec des Kouyaté qui sont le problème qu'on a énormément de joueurs comme ça, ça arrive, c'est qu'on a énormément de bons joueurs. On attend, par exemple, moi je vais attendre que Richard fasse la différence. Et c'est là en fait où le problème il est. C'est pas grave, il y a toujours c'est comme au Barça, il y a toujours un Messi. Si c'est pas Messi, c'est Suarez, c'est Dembélé. Et là, pareil. Donc le temps que tu regardes, le temps il passe et tu te regardes jouer. Et c'est là où à un moment donné où il faut prendre cette responsabilité. Et comme il n'y a pas beaucoup, quand il y a des équipes où il n'y a pas énormément de stars, bah là je suis obligé d'endosser ce rôle-là. Moi je pense que le Sénégal va quand même passer, je pense. Ça va être un match pour le Sénégal. Ils ont quand même le strict minimum. Dans le football, on ne sait jamais. C'est vrai, Aline. Non, mais c'est vrai. Il y a une équipe qui agit avec la pression, l'autre moins. C'est vrai. Mais je pense quand même que le Sénégal a les armes pour l'emporter sans forcer. Par contre, là où ça risque d'être compliqué, c'est lorsqu'on va arriver en huitième de finale. Est-ce que le Sénégal va pouvoir affronter des équipes telles que le Ghana, par exemple, des équipes comme le Cameroun, des équipes comme, je sais pas, des équipes qui en ont vraiment envie. Faut pas leur dire non plus qu'ils sont peut-être favoris. Et le Maroc, par exemple, c'est des équipes qui en veulent. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment criant, c'est de voir une équipe d'Algérie qui est en pleine reconstruction, qui arrive maintenant à se stabiliser. On a mis un peu le ciment là. Mais derrière, on a une équipe du Sénégal qui est sur une bonne continuité. Une équipe qui a peur d'aller au contact, d'aller jouer comme des guerriers. Alors que l'Algérie partait avec ses armes, partait avec cet état d'esprit. L'Algérie, c'est culturel. Quand je parle de culture, ça a toujours été, même avec Vaïd, toutes les équipes, ils ont toujours été présents au niveau athlétique. On l'a perdu pendant des années. L'Algérie l'a perdu. Cette culture de la gagne, on l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'on avait des... L'Algérie de Ali Lozi, je n'étais pas comme ça. Mais je pense que Jamel Belmadi, il a beaucoup apporté. L'Algérie de Madjer, l'Algérie de... Toute la génération après Pré-Gourcuff. Toute la génération après Pré-Gourcuff, c'était impossible de voir cette équipe. Il n'y avait plus cette envie. Les joueurs venaient en sélection quasiment sûrs d'avoir leur place, comme Brahimi, comme Mahrez, etc. C'était politique. Mais on a eu une personne aujourd'hui comme Belmadi qui arrive, qui a posé ses conditions auprès de la fédération. Écoutez, moi je viens. Aujourd'hui, c'est un bateau qui est en train de chavirer. Je viens avec mes conditions, avec ma rigueur, d'accord? Tout ce qui est environnement, journalistes qui mettent la pression, qui disent pourquoi tu fais pas jouer un tel, qui ont un parti pris. J'en veux plus, d'accord? On a bien vu d'ailleurs comment Belmadi parle aux journalistes algériens. Il veut travailler dans sa bulle, il veut que personne n'y pénètre, et il veut qu'on rémunère les musiciens à la fin du bal. Et pour le moment, c'est ce qu'il est en train de faire. Et on va voir. L'Algérie, il y en a qui disent qu'ils sont peut-être favoris aujourd'hui. C'est vrai, il faut le dire. L'Algérie, aujourd'hui, peut avoir un statut de favori. Mais avant cette CAN, il ne fallait pas le dire parce qu'elle n'avait rien à favori. Alors, encore une dernière question, réponse rapide cette fois-ci parce qu'il faut qu'on avance et encore il y a les pronos et tout. C'est une question d'Abdellah qui était avec nous il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours. Il nous dit, par rapport au Sénégal, énième, un simple faux pas ou alors ça va encore être une désillusion? Pour moi, ça peut être une désillusion. Franchement, je pense que voilà, faut... Tu parles avec... Non, sérieusement, là, t'es pas en train de parler. Non, je suis objectif là. Non, mais non, c'est pas l'objectivité. Ça peut être pour moi. Le Sénégal gagne la CAN, vous y croyez pas? Je sais pas. Ouais. Dubitatif. Franchement, moi, je suis dubitatif. Moi, je vois plutôt l'Égypte ou l'Algérie. D'accord. Moi, je pense que le Sénégal doit se ressaisir. Elle a encore une chance. Elle a encore une chance d'avancer. Parce que on ne juge pas. Ouais. Thomas, on ne juge pas une équipe sur un match. Non, mais justement. Voilà là où nous aussi, nous faisons les erreurs. Parce qu'on se trompe très souvent. Qui aurait pu penser qu'un match comme... même le match, le premier match Égypte, un match comme Égypte-Zimbabwe aurait pu avoir Parce que nous, on est toujours en train de juger les équipes sous le prisme de la précédente prestation. Mais il y a des prestations qui parlent, Richard. Mais oui, mais sauf que... Voilà, exactement. En fait, c'est comme le Cameroun, Richard. Le Cameroun, on a pu se montrer optimiste. Pourquoi? Parce qu'on a vu une évolution dans le temps. Mais là, le Sénégal, c'est la même histoire. On a l'impression que c'est un bis repetita. Et en fait, c'est pour ça, au bout d'un moment, ça alerte. Tu te dis, comment une équipe qui peut être favori avec de tels joueurs puisse être aussi faible mentalement à chaque échéance? C'est le même cinéma en fait. On voit une équipe qui est paralysée, qui n'arrive pas à franchir en fait ce palier. Il en manque peut-être à Yannick Noah. Exactement. Et c'est ce qui manque peut-être à Belmadi. Ils peuvent prendre un préparateur mental comme El Hadji Diouf. Pourquoi pas? L'idée, c'est quoi? L'idée est lancée. Elle a dit aussi les shows qui se... Mais oui, parce que... Et moi, généralement, moi j'aime... Ce que nous, chez nous, on aime souvent faire au Cameroun, c'est que quand tu bavardes beaucoup,
On te donne l'équipe pour que tu parles. Parce que il est bien placé. voilà. Sur le cas de Tunisie-Mali, bon, les cartons jaunes sont justifiés. Oui. Après, Même contraire. j'ai quelques doutes sur le fait qu'une sévérité plus dure a pu être appliquée. En revanche, la vraie erreur qui a fait polémique, c'est la faute sur Mané hier contre. Oui, ça c'était l'Algérie. Sénégal-Algérie. Celle-là, pour le coup, je me arrive rappelle sur. même du match entre l'Égypte et les RDC où j'ai l'impression qu'ils sont un peu fait flouer. C'est vrai, oui, il y a cette faute, normalement, il doit avoir carton rouge. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle un arbitrage maison. Oui, classique. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas. Vincent, N'ayons pas peur le mot. On va dire. Stade Africa, c'est l'un des médias aujourd'hui qui parle du football africain par des Africains. Ouais. La CAF nous intéresse, le continent, ce qui se passe sur le continent nous intéresse. On en parlait avec Farouk tout à l'heure, et l'arbitrage. Il faut comprendre que le football, comme l'arbitrage chez nous, est politisé. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? On n'a pas l'impression, parce que les retours qu'on a avec des amis qui sont à la CAN, on échange, c'est que certains pays du Maghreb, c'est vrai que quand ils sont favorisés, notamment les soutiens de M. Ahmed, le président de la CAF. Ouais. Il se passe. On a vu les suspensions de certains arbitres avant la CAF qui ont été réintégrés. Dû à D'ailleurs, certains... l'arbitre du match à Algérie-Sénégal, qui était suspendé pendant 6 mois. Mais pas que le seul. L'arbitre gabonais, qui est un très bon arbitre, qui a failli ne pas y aller seulement pour une faute durant le match au Roya. Oui. Et le président de l'Oroya et en même temps le président de la Fédération guinéenne. Donc, vous savez, ça ne rassure pas les arbitres. Ils sont scrutés tous les jours. La moindre erreur peut être fatale. Mais contre qui? Contre certains pays du Maghreb. Ouais. Vous voyez, c'est un climat qui est quand même délétère à ce niveau. Ça va être compliqué quand même d'arbitrer comme ça à ce niveau-là, parce qu'en plus, on rappelle que la VAR va intervenir qu'à partir des quarts de finale. C'est la question que j'allais poser, justement, Donc, c'est les quarts de finale. on a une compétition qui est biaisée d'entrée, là. Ah oui. Et pourquoi la VAR intervient qu'à partir... Enfin, comment on arrive à décider cela? C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui sur toutes les compétitions internationales, la VAR, si on l'utilise dès le début, on ne l'utilise pas. Ouais. Donc je ne comprends pas pourquoi on se dit non, ce sera à partir des quarts de finale qu'on utilisera la VAR. Donc ça, il faut Comme si les quarts de finale, à partir des quarts de finale, c'est des matchs plus importants que les matchs de poule. Ou alors comme si en fait les qualifiés, c'était déjà acquis pour eux quelque part, qu'il n'y aurait pas de surprise. Non, c'est assez curieux comme décision. C'est bizarre. La motivation première n'est pas sportive. C'est sûr. Elle n'est pas sportive, elle est forcément politique quelque part. On se dit, si elle la va, on peut mettre en difficulté un grand pays. Un pays supposé être grand, supposé passer au second tour. On laisse tout le monde batailler, puis on se dit, à partir des quarts de finale, on fera intervenir là-bas. À ce moment, on verra. Sauf que ne pas faire intervenir là-bas pourrait faire en sorte qu'un pays... Imaginons que le Ghana ne se qualifie pas. Parce que le Ghana a été nettement floué. Par l'arbitre. Parce que le carton rouge ne se justifie pas. Sur John Boy, oui, il ne se justifie pas. Si c'est justifié, le penalty de Mané, ou j'ai vu, je ne sais plus quel match, un joueur qui allait droit au but, ceinturé, pas de carton, la règle, elle est formelle là-dessus. Voilà. Donc c'est d'autant moins justifiable que ce soit sur cet angle-là, parce que si effectivement c'est fait pour favoriser un gros, ne pas passer le premier tour dans un format à 24, quand on est un favori, il faut vraiment le faire exprès. On dit ça, il faut le faire exprès, Par exemple, on prend le cas de la RDC, ça va être compliqué jusqu'au bout pour eux. Oui, mais après, la RDC ne faisait pas partie des favoris, comme peut l'être le Sénégal ou encore le Maroc. Là, le Sénégal est aussi en danger, parce qu'ils ont remporté qu'une victoire et ils ont perdu contre l'Algérie. S'ils font un mauvais résultat contre le Kenya, ils pourraient même ne pas être meilleur troisième, donc ça pourrait être compliqué pour eux aussi. Je suis pas... Non, la RDC était l'un des favoris, parce que déjà au second tour, pas sorti le premier tour. Ah, d'accord. Non, je parle de favoris pour... Attention, moi je parle plus au niveau final. Pas dans le groupe. Oui, mais même pour le dernier carré, souvenons que les deux dernières carrés... avec la RDC. La RDC a été troisième en 2015. Oui, il n'y a pas de souci. Et sorti en quart de finale il y a 2 ans. D'accord. Donc la RDC... Et sur le déclin, on est bien d'accord. Mais ils sont habitués quand même à bien figurer. Après, moi je parle par rapport aux qualificatifs qu'ils ont fait, ça a été très compliqué. Ils sont qualifiés à la dernière journée, des matchs amicaux qui ont été ric-rac et ça s'est pas très bien passé. Des joueurs qui sont sélectionnés et qui jouent pas forcément dans leur club. On parle de Chancel Bemba ou de Youssouf Mouloumbu. Des joueurs qui sont sur le terrain qui ne jouent pas forcément à leur poste. Donc ça fait plein d'éléments en fait qui font que malheureusement Ibenge peut tenter de faire une bonne équipe, ramener des binationaux, etc. Mais malheureusement au final
la sélection est sur le déclin. Enfin, selon moi. Hein. Après, c'est pas une vérité absolue, mais selon moi, elle est sur le déclin. On va revenir quand même sur le match donc Tunisie-Mali avec une nouvelle question téléspectateur. J'ai peur d'écorcher le nom, je vais juste poser la question. Peut-être je vais la poser à qui ça concerne le Mali. Qualification acquise ou pas pour le Mali? Est-ce qu'il y aura une mauvaise surprise face à l'Angola, Thierry? Non, pour moi, je pense pas. Dans ce format, déjà, avec l'ancien format, avec 4 points, on passe. Ouais. Maintenant, dans ce format, avec 4 points, le Mali, au jour d'aujourd'hui, pour moi, devrait pouvoir passer. Ouais. Surtout que c'était un Mali qui gère. Je trouve le Mali avec plein de certitudes, surtout derrière. Oui. Ils sont complémentaires derrière. Les latéraux arrivent à être très performants sur les phases offensives. Les attaquants, le jour d'aujourd'hui, Bangassouba doit résoudre juste plus son problème de lien entre le milieu et l'attaque. L'appui de Marega, je pense. Ils ont eu plus de difficultés aujourd'hui à passer le premier rideau contre la Tunisie, mais à chaque fois qu'ils passaient et qu'ils accéléraient, c'est dangereux. Ils mettaient la Tunisie en difficulté. Après, il y a eu une vraie différence entre la première mi-temps et la deuxième. Moi, je trouve un peu dommage d'avoir des affiches comme ça, Cameroun-Ghana, au début. Quoi. Ouais. C'est un peu un gâchis, en fait, pour moi. Ça, c'est vraiment des affiches de quart de finale, demi-finale, Ghana-Cameroun. Là, ça aurait été différent. On se retrouver en demi, cela dit. Ça n'aura pas la même saveur. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va continuer cette émission avec une nouvelle question téléspectateur. On va prendre qui? Alors, dans la même logique, peut-on voir le Ghana ne pas passer? Honnêtement, le Ghana est plutôt bon en fait dans les moments de mission commando. Voilà. Ouais. Quand il faut tout resserrer et qu'il faut que les leaders se montrent. Donc moi, je vois quand même très difficilement le Ghana pas battre la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est une équipe certes disciplinée tactiquement, ils font les efforts les uns pour les autres, etc. Mais un Ghana bien cadré avec Owusu, André Ayou, Atsu, etc. Dans un jour correct, bat cette Guinée-Bissau. Autrement, c'est un échec cuisant. Ouais, bon. Plutôt rassurant. Alors, on va passer au dernier match de la soirée. C'était pas forcément le plus sexy sur le papier. Le fameux Bénin-Guinée-Bissau. Là aussi, pas de surprise, 0-0. Mais bon, quelques enseignements à tirer de ce match. Le Bénin avait fait un match plutôt intéressant face au Ghana, Terence. On attendait une confirmation. Le soufflet est un peu retombé, on a l'impression. Oui, après un match nul, un 2-2 qui ressemble plus à une victoire contre le Ghana, oui. Contre le Ghana. Je pense qu'on attendait plus de cette équipe béninoise face à une équipe de la Guinée-Bissau moyenne. Je crois que c'est comme ce que j'ai dit en début d'émission, lorsque la force du collectif, lorsque le collectif ne fonctionne pas, je pense qu'on peut s'en remettre à ses individualités. C'est vrai que Stéphane Sessegnon, c'était son premier match, son entrée en lice en Coupe d'Afrique. J'attendais qu'un Stéphane Sessegnon se mette au niveau de ce qu'il a et de ce qu'on connaît de son talent. Mais malheureusement, on est très déçus d'un point de vue comptable pour les Béninois parce qu'ils avaient une formidable occasion après une dizaine d'années d'absence en Coupe d'Afrique de marquer le clou et de prendre les 3 points pour la qualification. C'est vrai qu'on attendait tous Sessegnon parce que c'est quand même la star du Mans, on va pas se le cacher. Il était suspendu pour le premier match et on attendait porter cette équipe des écureuils. Ça n'a pas forcément été le cas, beaucoup de déchets. Hein. Ouais, après il y a d'autres joueurs dans cette équipe aussi. Steve Mounier qui n'est pas super sur ce début de tournoi. Après l'équipe du Bénin, très honnêtement, à partir du moment où vous avez une occasion rêvée de gagner une première fois un match dans une CAN après avoir participé plusieurs fois depuis 2004, vous n'avez toujours pas gagné un match, là c'était le moment. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est une occasion manquée. La Guinée-Bissau, qui franchement pour moi m'a pas impressionné sur ce match. Certes, on voit bien les 2 lignes de 4 là, avec limite avec le milieu de terrain, le soutien d'attaque qui revient défendre en position défensive de Bassirou Kandé. Ouais. Mais très honnêtement, cette équipe de Guinée-Bissau était prenable. Donc là, pour le Bénin, il va falloir sortir un résultat face au Cameroun. Ça va être hyper compliqué et c'est vraiment une occasion ratée parce qu'il y avait d'autres joueurs. Après même il y avait Sebio Soukou aussi qui avait fait plutôt un bon match contre le Ghana qui n'a pas réussi à être bon. Cécile Almeida qui a essayé mais qui n'était pas non plus dans un super Jordan Adéotique qu'on attend aussi sur ce genre de match. Alors, qui a essayé mais limité, c'est une occasion manquée tout simplement.
Alors, une question encore de téléspectateurs ou internautes. À l'occasion de vous dire qu'on est toujours en live sur Facebook, continuez à poser vos questions. Il y en a beaucoup du Bénin justement qui sont en train d'affluer. On en prend une de Yves Premier depuis Cotonou. Pensez-vous qu'avec le jeu présenté ce soir par le Bénin, l'équipe peut se qualifier? Non. En fait, pour moi, je trouve que ce soir, ce match, c'était un ennui total. Non, moi je pense que... C'était un ennui total. Ils n'ont rien montré de technique. Enfin, moi, je me suis ennuyé en fait en regardant ce match-là. Moi, je crois que les Béninois, un match référence, c'est le premier match contre les Black Stars du Ghana. Il faut que les Béninois reviennent à ça. Il faut qu'ils mettent les ingrédients qu'ils ont eu à mettre face aux Black Stars du Ghana, c'est-à-dire que dans l'attitude, dans l'engagement, dans le comportement. Mais je crois que s'ils montrent ce qu'ils ont montré lors du dernier match, je crois que ça va être difficile face à une redoutable équipe camerounaise qui aura à cœur de ne pas se faire peur néanmoins, parce qu'à 4 points. Il veut une boisson. Là, clairement, c'est une victoire du Cameroun que je vois pas autre chose. Avec ce qu'ils ont montré ce soir, je ne les vois pas en train de nous titiller un petit peu. Après, un peu comme tout à l'heure, peut-être que la chance... Après, justement, non, on parle pas de la Mauritanie. C'est pas possible. Non, mais est-ce que, justement, quelque part, quand on a vu le Bénin un petit peu se sublimer face au Ghana, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de grosses affiches pour se dire, pour hausser leur niveau? Est-ce que c'est pas ça aussi qui peut les handicaper? Ça peut être une source de motivation, oui, effectivement, mais... Ils vont jouer le champion en titre. Voilà, c'est toujours un challenge en plus. Après, est-ce qu'ils ont les armes pour les battre? Je ne pense pas. Vous avez vu, c'est magnifique. Madagascar, première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, qualification historique en 8e de finale. Bonsoir à tous, vous êtes dans After CAN, votre émission foot. Il y aura beaucoup d'émotions aujourd'hui. Madagascar, qualifié pour les 8e de finale. Le Nigeria qui a déjoué. La République démocratique du Congo qui est toujours en vie, mais qui n'est pas maître de son destin. La Guinée aussi qui devra patienter. Voilà un petit peu, on va dire, les grandes conclusions de cette 3e et dernière journée de la phase de groupe pour les groupes A et B. Bonsoir à tous. Première question aux téléspectateurs d'Alfred Sibiri Niébé. D'ailleurs, à l'occasion de nous rappeler que vous êtes en direct aussi sur live Facebook. Continuez à poser vos questions. La preuve, ça marche quand c'est pertinent. Comment avez-vous trouvé les Malgaches arrivés pour la première fois dans cette CAN? Ils sortent vainqueurs de leur poule en plus. C'est ce qu'on vient on a déjà tout dit. Hein. C'est bon, franchement excellent. Très discipliné tactiquement, avec une vraie identité et puis une vraie symbiose avec le coach, c'est important. Ouais, j'ose espérer qu'il puisse confirmer encore une fois en 8e. Alors peut-être un mot sur leur coach justement, Abdellah, Nicolas Dupuis. Oui, en fait il est un peu inconnu. Il est aussi coach de Fleury. Exactement, pas de Fleury, de FC. Il est à Fleury, c'est en National 2 il me semble, et il a fait ses gammes à Isère. Je me souviens plus exactement du club. Mais c'est pas un coach hyper connu, c'est pas le grand coach français comme ces fameux sorciers blancs qui ont écumé l'Afrique depuis 10, 15, 20 ans. Mais peut-être se faire un nom comme Hervé Renard. On se souvient, Hervé Renard, quand il est avec la Zambie. Peut-être, ouais, mais est-ce qu'il avait aussi... Enfin, lui, on le connaissait pas. Enfin, ou très peu de monde, sauf les initiés, le connaissaient. Et là, il arrive de manière très discrète, sur la pointe des pieds. Il a formé un groupe. Il a fait nécessaire en qualif. Et là, c'est leur première. Et attends, mais c'est totalement... Enfin, c'est tout à fait sensationnel ce qui se passe. Et puis, c'est pas juste sur le cœur, sur l'engouement national, etc. Il y a un vrai travail derrière. Et cette équipe a une vraie identité de jeu, voilà. Et ils essaient vraiment de poser le jeu. Et c'est un critère vraiment important pour lui. Et la preuve, franchement, faire ça à ce Nigeria-là, quand même, qui avait, malgré les changements, beaucoup de joueurs importants quand même sur la pelouse, c'est franchement remarquable. Et la plupart des joueurs qui composent cette équipe de Mada, c'est des joueurs, c'est pas des grands joueurs, c'est pas des grands joueurs, si je peux me dire, il n'y a pas de top players, c'est des joueurs de division inférieure. C'est vrai qu'on a vu la République démocratique du Congo commencer par donc, ses 2 premiers matchs par des 4-3-3. Là, on a vu vraiment un changement de passage à 2. Cédric Bakambu qui est enfin épaulé par Jonathan Bolingui. L'entrée en jeu aussi de Youssouf Moulumbu. On sent que tout ça, c'était déjà plus cohérent dans le jeu. Ouais. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que Youssouf Moulumbu, il n'est pas important juste pour
Alors, faire le discours d'ailleurs, j'ai fait mon mea culpa. Il y a le match d'avant, j'avais dit que je ne comprenais pas le fait qu'il soit dans les groupes des 23 alors qu'il est blessé. Voilà. Oui, bon, après le truc, voilà, c'est là qu'on voit qu'il est important, notamment. En fait, on voit qu'il rassure pas mal l'équipe, en fait. Qui stabilise vraiment ce milieu de terrain, parce que même s'il n'est pas dans un excellent jour ou dans une excellente forme, au niveau du placement, des repères, de comment aider son compère qu'il a été Wilfried Moquet pour être bien dans le match, il était très important et il a fait à ce coup-là un excellent match. Après, voilà, moi j'ai trouvé la réaction d'Ibengue juste, voilà, avec son staff, avec son agent Pamphile Niaïeux, ils ont bien préparé ça. Christian Luindama, le boss qui est sorti. C'était la surprise générale. Mbemba en défense centrale qui a tenu son rang. Et puis offensivement, voilà, ça a été bien avec Jacques Magoma, avec Shadrack Akolo qui ont fait réaliser une bonne prestation. C'était intéressant. Et c'est clair que cette République démocratique du Congo, avec un Bakambu enfin, brillant, ça fait des semaines, je vous en ai parlé, j'en ai parlé de Cédric Bakambu, parce qu'on l'attendait. Ça doit juste être en 4-4-2 quoi. Mais il y en a tellement qui l'ont, mais sans parler de système de jeu, je te parle essentiellement du joueur, de Cédric Bakambu. Ça fait un petit moment que voilà, on lui tape un peu dessus. Et voilà, il est parti en Chine, t'es parti t'exiler en Chine, etc. Pourquoi tu es allé là-bas, alors que pour moi c'est un très bon joueur. Voilà, qui a sa place dans un très bon club européen. D'ailleurs, il a fait des clubs européens, Villarreal, il me semble, et ensuite, Bursaspor, etc. La Turquie, l'Espagne. Ensuite, pour des raisons financières, il a bien raison. Enfin voilà, il est parti là-bas et ça on lui en a beaucoup voulu. Effectivement, là le Congo, on les attendait. Enfin même l'entraîneur n'était pas. Enfin, il ne rassurait pas, même en conf de presse, il ne rassurait pas ses joueurs. Et là, c'est volte-face. Ils nous mettent, il me semble que c'est la plus large victoire de la compétition de la CAN pour l'instant. On s'attendait à une adversité un peu plus rugueuse. Ils en ont quand même mis deux. Voilà. Alors que précédemment, précédemment, je termine simplement avec ça, ils avaient pris 4 buts en 2 matchs. Mais imaginez le volte-face, le retournement de situation, personne s'y attendait, mais j'imagine que beaucoup ont prié du côté du Congo. On passe de la plus pire des attaques à pratiquement une des meilleures. Donc, mais du coup, est-ce que c'est pas une victoire en tremplin? Je veux dire, par là, il y a quand même 2 boulettes énormes du gardien zimbabwéen et il provoque un penalty. Et d'ailleurs, pour l'info, le gardien ne devait pas être titulaire. Le titulaire s'est blessé à l'échauffement et du coup, lui, il arrive, il débute, il nous fait un peu une Carius, si je peux me permettre, avec Liverpool. Je ne pense pas que la RDC n'a pas mérité sa victoire. Non, je ne dis pas ça. Le score ne reflète pas la physionomie. Je pense que oui, certes, le gardien il a fait 2 boulettes, mais même sans les 2 boulettes, la RDC a quand même appuyé sur le champignon. On a vu un Jonathan Bolingui très efficace, lui aussi qui a été beaucoup critiqué, il a reçu beaucoup de critiques. Pourquoi il est titulaire, pourquoi il était dans les 23, pourquoi il est titulaire, il n'a pas beaucoup marqué cette saison. Mais sachant qu'ils ont aussi manqué, pardonne-moi, ils ont pas mal manqué. Ils n'ont pas eu d'efficacité face à l'Égypte. Il y a eu 2 poteaux face à l'Égypte. Donc voilà, il y a eu comme un contexte, un concours de circonstances qui les a amenés jusque-là. Et malgré les discours, encore une fois, d'avant-match, tout ce qui s'est passé avec Mulumbu, on en a parlé en off, ils ont réussi mentalement à se hisser au niveau auquel on les attend depuis tant de temps. Parce que pourquoi il y a tant d'espoir autour de cette équipe? Et voilà, joueurs de qualité. C'est dommage qu'ils sont peut-être mal exploités. Quand on voit qu'il passe enfin en 4-4-2 et que Bakambu est très bien servi, tu te dis mais pourquoi pas tenter ça contre l'Ouganda? Peut-être qu'il aurait eu plus de ballons et peut-être que il aurait marqué plus de buts. Ça veut dire quoi? Que Ibengue il a été trop frileux, trop têtu? Ouais, je pense qu'il avait son système préférentiel qui a toujours été le même depuis qu'il était là. Après, il a changé. J'ai envie de dire au bon moment, mais malheureusement avec 3 points, est-ce que ça va suffire? Et avec une différence de but nulle, est-ce que ça va? Je pense que je pense que oui, en toute objectivité surtout, parce que le Kenya a déjà -1. Le Kenya a son destin en main. Oui, le Kenya a son destin en main, mais il affronte le Sénégal quand même, un gros morceau. Il y a aussi le Maroc, il y a aussi l'Angola. Donc voilà, il y a quand même 3 équipes qui affrontent des gros morceaux. Le match Sénégal, Kenya, il n'y a pas de match nul. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait de match nul.
Ça, c'est la première condition. Donc, l'Algérie batte la Tanzanie, qui est déjà éliminée, ça devrait le faire. Ensuite, le Maroc qui doit battre l'Afrique du Sud. Maroc déjà qualifié, attention. Maroc, ils vont faire tourner. Maroc déjà qualifié. Et s'ils font comme Nigeria? Voilà, il est là le problème, parce que est-ce qu'ils vont faire tourner? C'est ça que je veux dire. Il y a des compétitions qui, au final, deviennent biaisées comme ça, parce que quand on compte sur les autres, c'est plus la même chose. Surtout quand l'autre n'a plus grand-chose à jouer. Quel est le choix de l'entraîneur? Est-ce qu'on fait tourner pour aller le plus loin possible dans la compétition, ou est-ce qu'on garde la même équipe pour être compétitif jusqu'au bout? Encore une fois, il faut recontextualiser. Mais non, mais Scott, il compte sur le Maroc. Je sais que le Maroc est une très belle équipe. Il va contacter Hervé Renard, il va contacter Cissé, il va contacter tout le monde. Non, mais là, je pense que, encore une fois, j'insiste, il faut reposer ces joueurs. C'est le 3e match, il faut les reposer. C'est pas possible de jouer à 16h. Regardez la canicule qu'on a vécue, nous, ici en France, à 35, 36, 37 degrés. On était avachis sur le canapé, même à minuit, 1h du matin. Imaginez ces joueurs à 4h de l'après-midi avec les mêmes températures sur 90 minutes. C'est impossible. Donc voilà, faut faire tourner, on verra ce qui va se passer. Là, on sent que là, il y a un Salah qui monte en régime. Mané contre l'Algérie, c'était pas ça. Il a un QI foot. Ce bonhomme, c'est incroyable parce que sa préparation a été écourtée. Il a quand même remporté la Ligue des Champions. Il a été revanchard. Après ce qui s'est passé en Coupe du Monde, ce qui s'est passé à la précédente finale de Ligue des Champions, il faut voir un petit peu sur le moyen terme, là, en regardant un petit peu dans le rétro ce qui s'est passé pour lui. Il a su trouver la force et même le travail. Il a le talent nécessaire pour nous produire ce qu'il nous produit aujourd'hui. Il est monté en régime et là, il tient cette sélection. Bon, il y a quand même très égay. Il y en a quelques-uns. Voilà, c'est pas la plus grande génération, c'est pas la meilleure génération égyptienne qu'on a, mais on a un joueur incroyable en face de nous. Il fait une saison vraiment très longue. Il l'enchaîne avec la Coupe d'Afrique des Nations sans véritable préparation. Je pensais qu'il allait peut-être être cramé ou jouer avec le frein à main pour éviter les blessures ou être un peu fatigué. Mais là, avec la température, tout ça, il amène quand même son équipe vers le haut et c'est une très bonne chose. Impressionnant. Je pense qu'il a une hygiène de vie irréprochable pour pouvoir avoir et garder ce niveau. Après plus de 60 matchs, on est en plein cagnard là-bas. On est au mois de juillet. Il arrive à avoir ces niveaux, ces prestations. Non, mais c'est hors norme. Genre de joueur modèle à suivre dont il faut s'inspirer les plus jeunes pour espérer aller loin et tutoyer le haut niveau. On rappelle donc l'Égypte finit première de son groupe, donc va affronter un meilleur 3e du groupe C, D ou E. Ça devrait le faire. Par contre, il y a une journée demain, journée de lundi, 4 matchs au programme. Il y a des belles affiches. Scott, forcément, je sais que tu vas les suivre. Tu seras très attentif à ces affiches. D'ailleurs, c'est l'occasion de les évoquer un petit peu aussi, de faire les pronostics comme tous les soirs. Vous connaissez maintenant le gimmick. Mon petit prono, vous allez donner vos pronostics. À la fin de la compétition, le grand pronostiqueur, le grand vainqueur aura un cadeau. C'est promis. Je remonte. Attention, je suis dans le top 15. Ah bon? Ouais. J'ai une belle journée. Ah oui, j'étais même 45e à un moment donné. Autant dire que je n'espérais plus. Mais apparemment, ça va très vite. Juste la première affiche de demain, Afrique du Sud, Maroc. Oui, non. 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc. Scott est content. Si c'est comme ça, oui. Mais je pense que l'Afrique du Sud va poser un peu de problème parce que le Maroc est déjà qualifié, va peut-être mettre un peu le frein à main. Donc je dirais plus soit un 2-1, soit un 1-0. Pour le Maroc? Pour le Maroc, bien sûr. Abdellah? Moi, je vois un nul. D'accord. Elioun, comment est-ce qu'on peut juger cette prestation des Lions dans sa globalité? Moi, je la juge de la même manière que j'ai jugé la prestation de la Côte d'Ivoire. Il y a moins de défauts dans l'équipe du Sénégal que celle de la Côte d'Ivoire, mais dans le contenu, mais c'est tellement faible, c'est une faiblesse abyssale, on peut pas se contenter de ça, que ce soit par rapport aux choix tactiques qui ont été faits par l'UCC, mais également le contenu, que ce soit les joueurs, que ce soit on va voir la composition, je te laisse continuer. Des personnes comme Sadio Mané qui ne jouent pas le rôle qu'il devrait avoir. Je ne demande pas à Sadio Mané d'être le même joueur qu'à Liverpool, mais de peser plus sur le jeu. Une personne comme Ben Yang, je suis désolé, il a un CDI à la place du numéro 9, mais il est toujours... On va aussi parler des attaquants. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. C'est vrai qu'on a vu cette composition avec justement encore des ajustements. Henri CV qui entre en jeu, Saliou Ciss qui récupère le côté gauche parce qu'il y a eu des forfaits, Gassama préféré à Wagué. Ça t'attend encore quand même au Sénégal? Ça tâtonne, je pense surtout que c'est la réaction d'un sélectionneur qui s'est retrouvé dos au mur après le match de l'Algérie, qui a essuyé une salve de critiques dont à mon avis il n'avait pas anticipé l'ampleur. Sur un match comme ça, le Sénégal, on attend deux personnes, l'entraîneur et la star. Il a fait des choix, moi je ne les ai pas trouvés super payants, mais à la rigueur il a gagné le match, il pourra se cacher derrière ça. Pour Sadio Mané,
il a mis un doublé, il rate un péno, il fait un match en demi-teinte, un peu comme à l'échelle de son équipe. Ce qui transpire dans cette équipe du Sénégal, c'est qu'elle joue avec le trouillomètre à 0. C'est que je pense que depuis tellement longtemps, on les annonce comme favoris, on les annonce comme forts. Vous avez un effectif, et je le répète, moi je l'ai dit dans cette émission, je le répète, ils ont un effectif, il y a même des équipes européennes qui ne l'ont pas. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu aies des leaders, il faut que ces mecs-là prennent leurs responsabilités. J'ai l'impression que personne ne le fait, que tu as 2 matchs dans le match, tu as la première heure de jeu où ils jouent sur le rythme du Kenya, où ils se font manger, où ils ratent des trucs incroyables, c'est insolent à quel point c'est pas bon. Et puis dès que ça marque, dès que ça tourne en ta faveur, sur la dernière demi-heure, t'es meilleur, tu te crées des occasions, t'es plus juste, et là t'enfiles les buts. Et là t'es un peu plus conforme au niveau de ton équipe, au niveau de tes individualités. Alors, mais ça peut pas être une... Je vous coupe 2 secondes Mansour, le Sénégal avec l'équipe qu'il a ne peut pas être une équipe par action. Et surtout pas face à une équipe comme le Kenya. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal lors de la première partie pour débloquer le jeu et surtout à propos du penalty? Je ne comprends pas l'attitude de Sadio Mané. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer avec ce penalty en le tirant de la sorte? Le premier penalty. Hein. Nonchalant. Après, c'est certainement du bluff. Je peux pas. Voilà. C'est du bluff, c'est essayer de. C'est le combat psychologique avec le gardien. Bon, il le perd, mais c'est aussi un penalty raté, une attitude qui vient après 25 minutes de non-match, après des duels perdus, après des mauvais choix de passe, après des mauvaises courses, après en gros, je suis là, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Ouais. Moi, je le pardonne moins que les autres, Sadio Mané, parce que c'est une star, c'est une big star. Sadio Mané, on ne parle pas d'un des meilleurs joueurs d'Afrique, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Il est champion d'Europe avec Liverpool, on en parle pour le Ballon d'Or. Et moi, je mets. Il peut avec ce genre de prestations. Ah, mais il peut pas, ça c'est clair et net. Il sera jamais Ballon d'Or en jouant comme ça, même en mettant un doublé contre le Kenya, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas un leader. Il n'a pas les coronets pour tirer une équipe vers le haut, je vous le dis comme ça. Alors, mais qui peut être le leader au Sénégal? Alors, pour rappel, la feuille de stade de Sadio Mané, je l'ai sous les yeux, je suis un peu miro maintenant. 67 ballons, 82% de passes réussies, 3 tirs, 3 cadrés, malgré le penalty repoussé. 17 duels, 7 gagnés et 2 buts. Le penalty, on ne peut pas s'arrêter au penalty. Le penalty, bon, ça, tu marques ou tu rates. Il y a 2 solutions. C'est soit tu marques, soit tu rates. Il a raté. Bon, ce qu'il a émis, même la nonchalance, on n'en parlerait même pas. Il l'a raté. Donc il continue son match. Donc il va retirer le 2e penalty. Il le met, c'est le 2e penalty. Il montre quand même une force de caractère que j'imaginais pas en lui. Ouais. Que je pensais pas qu'il allait les retirer. Il peut faire autre chose. Ah, il peut faire autre chose. On a déjà vu des joueurs le faire. Je suis pas sûr. C'est là où je vais dans le sens de Naïm. Moi, je suis pas sûr. Si Mané se défile pour ce penalty-là, il va y avoir des critiques. Si Mané rate le 2e penalty, on dit quoi? On dit mais c'est la même chose. On dit qu'il n'est pas fait pour les tirer et puis on le sabre. Mais à la rigueur, on peut quand même aussi relever qu'il il a quand même le mental pour aller retirer, il faut se représenter une 2e fois. D'abord, c'est lui. Mais c'est lui qui est supposé aller tirer les coups de pied arrêtés. Donc ça veut dire que s'il le tire pas, c'est que c'est le sélectionneur qui lui a dit de pas le faire. Est-ce que tu vois sincèrement un mec comme Mané dans une CAN, un match couperé pour se qualifier, 2e penalty après sa parodie de péno raté sur le premier, est-ce que tu le vois donner le ballon à quelqu'un d'autre? Mais là, il se flingue vis-à-vis du public, il se flingue vis-à-vis de ses coéquipiers. Il peut pas faire autre chose. Entre nous. Est-ce que vous avez pensé que Sadio Mané allait retirer le 2e penalty vu sa personnalité? Mansour, vu sa personnalité. Tu pensais qu'il allait retirer? Oui. Moi, je pense qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Je suis d'accord avec vous. Il n'a pas le choix. Mais moi, je ne pensais pas qu'il allait le tirer vu sa personnalité, qui est un petit peu introverti. Et même toi, on peut le dire. Moi, je pensais même qu'il allait tirer penalty, qu'il allait être en sanglots. Il a quand même. Il s'est relevé, parce qu'on a pu le voir, Sadio Mané, avec, que ce soit contre la Gambie, quand il avait un visage où tu avais l'impression qu'il portait tout le poids du Sénégal et qu'il a craqué. Tu vois, il a montré une faiblesse mentale, et je pensais pas, au vu des faiblesses mentales qu'il a pu montrer, parce que, mine de rien, je pense que quand il tire le penalty, il pense au dernier penalty un des penaltys qu'il a tiré avec le Sénégal, avec le Cameroun. Contre le Cameroun, quand il rate le penalty avec le Cameroun, je me rappelle plus comment il était le penalty. Repoussé par Ondoa. Repoussé par Ondoa, mais il tire pas, je crois pas qu'il tire de la même manière. Mais il y pense à tout ça. Donc imagine s'il le rate, bon, on est d'accord, hein, il doit aller le tirer, mais s'il le rate, il est foutu quoi qu'il se passe. Donc là, il fait quand même le travail, parce qu'il aurait pu... Moi, je veux dire, un joueur dans sa situation, dans sa position, il vaut mieux le rater, le retirer et le re-rater à nouveau, plutôt que de refuser de le tirer. Parce que quand tu refuses de le tirer, c'est même pas ouais, peut-être, mais c'est même pas qu'une défaillance technique. Là, c'est tu flingues ton leadership vis-à-vis du public, vis-à-vis de tes coéquipiers, vis-à-vis du coach. Quel message t'envoies aussi à l'adversaire? Là, tu t'envoies quand même... Ah oui, mais tu as raison à Sébastien Minier. Nouvelle question d'Olivier Capo-Govin qui nous dit: le Sénégal peut-il espérer aller loin dans cette CAN avec le jeu qu'il produit? Non, pas avec ce jeu-là. Avec son effectif, oui. Avec la qualité de son groupe et de ses individualités, oui. Avec ce qu'il est normalement censé montrer, oui. Avec ce qu'il a montré sur cette phase de poule, sur 3 matchs, non.